rebonjour, donc moi c'est Orlando, donc cette conférence c'est vegan, un choix pertinent? Alors oui, mais... Alors personnellement je pense que c'est pertinent, je vais essayer de vous en faire la démonstration, pas parce que je tiens à vous convaincre, mais parce que je pense que juste c'est descriptif, c'est le cas. Il me semble que c'est quelque chose qui est assez logique, qui se défend bien. Et malgré ce qu'on pourrait penser, je vais pas tellement parler de morale. Enfin, bien sûr, c'est connecté à des sujets qui sont moraux, ça fait partie du domaine de la morale, on peut l'analyser par ce côté-là, c'est une approche qui s'inscrit dans une démarche morale, mais c'est pas pour ça que ça échappe à la logique. C'est-à-dire que même si la morale, c'est quelque chose qui est assez subjectif, alors peut-être que tout le monde sera pas d'accord avec ça, mais on a chacun un peu nos valeurs, et ben malgré tout, en fait, il y a des morales qui se tiennent plus que d'autres, parce que tout simplement, il y a des prémices, et puis il y a des conclusions. Donc... eh ben, on peut très bien aller d'un endroit à l'autre et que ça soit logique, et on peut très bien faire la même chose et se foirer. Donc je vais essayer de voir un petit peu le véganisme, ce que c'est, et comment ça se tient, comment ça se justifie. Alors au menu, alors, je vais quand même vous préciser que malgré les apparences, mon but c'est pas de vous convaincre que de devenir vegan ou de pas devenir vegan. Moi, à titre personnel, je le suis, mais je pourrais très bien penser la même chose que ce que je pense sans l'être. Et je pourrais aussi être vegan et ne pas penser ce que je pense. Bon, en l'occurrence, ça m'a l'air assez compliqué, mais dans l'idée, ça serait possible, quoi. Donc, on va commencer par une petite introduction, histoire de remettre les termes en place, de savoir de quoi on parle quand on parle de véganisme. Puis, on va parler de discrimination arbitraire, parce que le sujet du véganisme, il est forcément connecté aux raisons pour lesquelles on est vegan. Et il se trouve que ça va aller taper dans les oppressions systémiques, les discriminations, tout ça. Et alors, il y a plusieurs types de discrimination. Il y a celles qui sont arbitraires, il y a celles qui sont pas arbitraires. Et donc, on va regarder ça dans un premier temps, les arbitraires, et ensuite celles qui sont pertinentes, parce que, eh bien oui, c'est possible de discriminer d'une manière pertinente. Enfin, en tout cas, il me semble. Et ensuite, on va regarder comment est-ce qu'on fait pour invalider une proposition de manière à évaluer tout ce qu'on aura vu jusque-là. C'est-à-dire que moi, là, ce que je vais vous présenter, c'est pas censé être une vérité générale. C'est quelque chose qui me paraît être logique, qui me paraît faire le tour du sujet, qui correspond aussi au consensus qu'il y a en philosophie. Je pense que tout le monde a à peu près les définitions que je vais donner là. Quand on les emploie, c'est vraiment, il me semble, à ça qu'on fait appel majoritairement. Mais c'est pas pour ça que je me plante pas, c'est pas pour ça que tout le monde se plante pas. Donc, on va tester un petit peu tout ça en finissant par une mise à l'épreuve. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on peut ensemble voir si, effectivement, c'est pertinent, ou si c'est pas pertinent, et je vous inviterai à participer si vous en avez envie. Alors, le véganisme. Donc, le véganisme, c'est un mode de vie. C'est pas une philosophie, c'est pas un mouvement, c'est pas un parti politique, c'est juste en fait une manière de consommer qui vise à refuser autant que possible les produits qui sont issus de l'exploitation des autres animaux. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, on a juste décrit un moyen, on a juste décrit une manière de consommer, mais on n'a pas parlé du pourquoi. Pourquoi est-ce que moi je me tiens à cette définition-là et je vais pas dire que c'est un mouvement, je vais pas dire que c'est une philosophie? Tout simplement parce qu'en fait, il peut y avoir différentes choses qui peuvent motiver le véganisme. On peut être vegan pour des raisons que je vais développer après, qui sont des raisons philosophiques. Et on peut être vegan parce que tout simplement, il y a une pression sociale autour de nous. Mais on a grandi dans une famille qui est végane, et puis c'est un petit peu délicat de pas l'être. On a intégré ces principes-là, ce mode de vie-là, et du coup, voilà, on est vegan aussi soi-même, mais on partage pas forcément une idéologie qui justifie ce véganisme. Donc le véganisme, c'est vraiment juste la pratique, c'est le fait de consommer des produits qui ne sont pas issus autant que possible de l'exploitation des autres animaux. Alors, un autre truc que c'est pas le fait de refuser tous les produits qui sont issus de l'exploitation des animaux. Notamment parce que c'est pas possible. C'est-à-dire que si le véganisme c'était ça, en fait, il y aurait absolument personne qui serait vegan. Il y a des intrants animaux absolument partout, ou en tout cas quasiment. Et c'est très compliqué de les éviter au quotidien. Déjà, à partir du moment où on a des produits qui sont pétrolifères, il a fallu forer, il a fallu détruire les sols, donc il a fallu tuer des animaux. Quand on a une voiture, un vélo, un scooter, un métro, il y a des pneus dessus, les pneus, pareil, il y a des produits issus de l'exploitation des animaux à l'intérieur. Bref, si on essayait de vivre complètement sans exploitation animale, ça serait assez compliqué. Et en fait, ça serait même impossible à l'heure actuelle. Mais c'est pas pour ça qu'on n'essaie pas de le faire, et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer de le faire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, cette définition du véganisme? Ouais. Alors on va passer à la suite. Donc la question qui va se poser maintenant, qu'on a parlé de ce que c'est le véganisme, ce que c'est que d'être
enfin, je vais dire d'être vegan, mais on n'est pas vegan, on a un mode de vie vegan, hein, c'est un raccourci le fait de dire qu'on est vegan, je pense pas qu'on ait l'ADN qui change ou quoi que ce soit. Mais du coup, tout le reste de la conférence va porter sur pourquoi le véganisme. Et donc, peut-être que là, vous vous êtes fait avoir parce que vous pensiez qu'on allait parler de véganisme, mais finalement, on va parler du pourquoi le véganisme. Alors, je vais commencer par pourquoi pas. Ça, c'est que des raisons qui ne justifient pas le véganisme. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien les listes, et donc ça me plaît. Alors, la première raison qui ne justifie pas le véganisme, c'est l'écologie. Alors, on pourrait croire que, si, il y a des gens qui sont véganes parce qu'ils ont une fibre écologique ou écologiste pour protéger la planète, l'environnement, la biodiversité, tout ça. Je dis pas que c'est pas bien. Encore une fois, là, moi, je ne porte pas de jugement moral là-dessus. C'est pas le principe. Je vais juste parler de logique. C'est que même si on peut être écolo pour les mêmes raisons qui font qu'on est vegan, on ne peut pas être vegan parce qu'on est écolo. Tout simplement parce qu'il y a des pratiques qui peuvent être écolo, mais qui du coup vont exploiter les animaux et qui du coup ne sont pas véganes. Je vais prendre un exemple. On a les chevaux de trait. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser un cheval de trait pour labourer son champ ou alors utiliser un tracteur qui va utiliser du pétrole avec la métallurgie, etc. pour produire le tracteur? D'un point de vue écologique, on peut estimer que c'est préférable d'utiliser un cheval de trait. Le véganisme ne va pas être compatible avec donc, le fait d'exploiter le cheval. Donc, l'écologie, en soi, ça justifie pas. Ça ne permet pas de justifier l'intégralité de la position végane. Il va y avoir effectivement des points communs, il va y avoir des endroits où ça va se croiser, parce qu'il y a des intentions qui sont communes, mais ça ne justifie pas le véganisme. On ne peut pas dire je suis végane par raison écologique. Ce qui ne veut pas dire non plus que le fait d'être végane n'est pas quelque chose qui est bon pour l'environnement. Deuxième point, la santé. On n'est pas végane pour la santé, tout simplement parce que le fait de boycotter une corrida n'a pas vraiment d'impact sur notre longévité, sur le fait d'être bien portant. Et il en va de même pour le fait de porter du cuir. Le fait de ne pas en porter, il me semble, ne rajeunit pas le teint. Le goût. Ça a beau être bon de manger végétalien, pareil, ça justifie pas de ne pas aller, par exemple, visiter des aquariums. Moi, j'ai jamais goûté un aquarium, mais il me semble pas que ça soit connecté. Et donc, pareil. Sachant que le véganisme, c'est un mode de vie, c'est pas seulement un régime alimentaire. On a tendance à réduire un petit peu le véganisme à juste ce qu'on met dans notre assiette, mais en fait, il y a la consommation de cuir, de laine, il y a des activités comme l'équitation, par exemple. Bon, je parlais de la corrida, la chasse, il y a énormément de choses autour. En fait, on est constamment en train d'exploiter les autres animaux. Donc, l'alimentation, c'est une partie importante parce que on mange 3 fois par jour. Et du coup, on y est vraiment beaucoup confronté, surtout que c'est très important culturellement. Mais ça ne se réduit pas à ça. Donc, il faut aussi faire la distinction entre végétalisme et véganisme. Ensuite, c'est naturel. Bof. Je ne sais même pas pourquoi on s'arrête là-dessus, pourquoi c'est un truc qui prend autant de place dans notre société, le fait que les choses soient naturelles ou soient pas naturelles, ça ne nous dit pas si elles sont désirables en soi. Je vais pas tellement détailler là-dessus. Pour les personnes qui connaissent l'appel à la nature, voilà, vous comprenez peut-être déjà pourquoi est-ce que c'est un souci. Il me semble que les médicaments, par exemple, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Ça me semble pas être vraiment naturel. Il me semble que les volcans, c'est pas toujours fifou. Voilà. On a essayé, ça n'a pas eu forcément des bons résultats. Et puis, de toute manière, on pourrait très bien se dire que manger des animaux, ça pourrait être parfaitement naturel. Par exemple, on pourrait partir à poil dans la forêt et puis essayer de choper des lapins et de les bouffer comme ça, crus, avec les dents. Peut-être qu'il y a des gens qui le font, ça, je sais pas. Mais ça me paraîtrait assez naturel. Pour avoir l'ascendant moral. Alors, je connais pas tous les végans du monde. Il me semble pas qu'on devienne vegan pour se dire « Ah, quand même, alors, je pèse dans le game ou quoi ?» J'ai vraiment la motivation et ailleurs. Ça veut pas dire que quand on est vegan, on peut pas se sentir moralement supérieur. Ça veut juste dire que c'est pas une raison qui permet de justifier. Typiquement, si on est tout seul chez soi et que on consomme vegan, pas grand monde pour regarder autour. Ça va pas forcément être pour briller en société. Le dégoût. Eh bien, il y a des choses qui ne me semblent pas être dégoûtantes et qui sont pourtant issues de l'exploitation animale. Par exemple, écrire avec une plume. Je sais pas s'il y a des gens que ça dégoûte. Ça me paraîtrait assez curieux, mais en tout cas, on va pas se dire, du coup, je suis vegan parce que même rouler avec des pneus de voiture me dégoûte parce qu'il y a des intrants animaux. Je suis pas sûr que vraiment ça fonctionne comme ça. Et au pire, ce serait une réaction un peu
épidermique, ça serait un principe personnel. Et si vraiment c'était un dégoût par rapport à ce qu'on connecte à ces produits-là, c'est-à-dire la souffrance qu'il peut y avoir ou quoi, bon, bah, du coup, en fait, ça serait d'autres raisons. Ça serait la souffrance. Donc, ça serait des raisons qui seraient plus philosophiques. Ça serait pas juste un rapport affectif à l'objet directement. Le biocentrisme. Le biocentrisme, c'est le fait de mettre au centre des préoccupations la vie. Et donc d'estimer que, par exemple, c'est désirable qu'il y ait beaucoup de vie, voilà, qu'il y ait plein de trucs vivants dans l'univers, et que ça a une valeur intrinsèque, que la vie a une valeur intrinsèque, qu'il faut la défendre. Si c'est le cas, si on estime qu'il faut protéger la vie et pas juste les humains, ou juste les femmes, ou juste voilà, une partie de la population, mais genre comprend la vie, eh ben le véganisme ne suffit pas. Il va falloir faire beaucoup plus que ça, parce que les végans, par exemple, des fois, ils mangent du riz. Et si on cherche à ne pas tuer, le riz, quand même, c'est chaud, quoi. Le mieux, ça serait de manger des fruits, par exemple, parce que on va cueillir des fruits, on va pas tuer l'arbre, et du coup, il faudrait avoir un régime alimentaire, par exemple, qui tuerait le moins de plantes possible. Donc, il faudrait aller bien au-delà de ce que propose le véganisme. Donc, le biocentrisme ne justifie pas le véganisme. Les célébrités. Il y a des gens qui sont véganes et qui sont célèbres. Je pense qu'on s'en fout. Et le welfarisme, c'est le fait de s'intéresser au bien-être, mais de considérer qu'en fait, il y a une bonne forme d'exploitation. Que tant qu'on exploite de la bonne manière, du coup, c'est acceptable, ça ne pose pas de problème. Et donc, on ne se passerait pas de produits issus de l'exploitation des animaux, on se passerait seulement des produits qui sont issus d'une exploitation qui ne nous convient pas. Voilà, ça c'était pour ma petite liste. Et maintenant, on va regarder les raisons qui justifient. Alors, moi j'en ai trouvé 2. Vous en avez d'autres, ça m'intéresse. Et en fait, c'est la même. Enfin, c'est pas que c'est la même, c'est qu'elles sont interconnectées d'une manière où ça va être compliqué de faire que l'une existe sans l'autre. Il y a l'antispécisme, vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être pas forcément de la bonne manière, mais on va essayer de faire ce qu'on peut là. Hein. Et puis le sentientisme, et alors ça, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, et ça me chagrine beaucoup. Alors je vais essayer de vous en parler aussi derrière. Ces deux principes, l'antispécisme et le sentientisme, ils sont complètement connectés avec du coup les êtres sentients et donc les animaux qu'on est censé protéger, ou en tout cas sur lesquels on agit quand on est vegan. C'est-à-dire que parler de véganisme sans parler des animaux sentients, des autres êtres sentients, ça n'a aucun sens. C'est passer complètement à côté du propos. Là, j'ai mis ça, et je me rends compte que j'aime pas du tout cette phrase. Parler de véganisme sans parler des animaux, c'est comme parler de répartition des richesses sans parler de... Là, c'est pas vraiment de précarité, c'est des personnes précaires. C'est-à-dire que si on oublie les personnes qui sont bénéficiaires, enfin la partie de la population qui est bénéficiaire de ce pourquoi on fait, du coup, effectivement, ça va être compliqué de justifier, de décrire et d'adhérer. Du coup, le véganisme, ça n'est qu'une question de ça. Ça n'est qu'une question qui a pour bénéficiaire les animaux spécisés, les animaux sentients. On va toucher donc au système moral. Le système moral, c'est donc ce qu'il y a au centre des préoccupations, là, quand on est en train de parler de pourquoi on est vegan. C'est vraiment ce truc-là qui va nous intéresser. C'est les raisons pour lesquelles on va être vegan. C'est les valeurs qu'on a en amont qui vont justifier tout le reste. Donc, ça me semble assez important de connaître son système moral, et surtout là, quand on parle de véganisme, ça va me paraître assez important de comprendre quel est le système moral que les personnes qui sont véganes peuvent avoir. Alors, c'est pas toujours le même, mais en tout cas, on va trouver des similitudes. Et notamment là, on va aller regarder ce qu'il y a du côté de l'antispécisme et du sentientisme. J'en parlais au tout début de la conférence. C'est pas parce qu'on a des positions morales que ces positions morales ne peuvent pas être logiques. On peut parfaitement juger la valeur logique d'une proposition morale, sans que ça veuille rien dire sur sa valeur morale. C'est-à-dire que le fait de dire cette proposition morale se tient, effectivement, elle est cohérente, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle est désirable. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder les différentes propositions morales qui justifient le véganisme ou qui ne justifient pas le véganisme. Et en étudier la valeur logique, et pas en étudier la valeur morale. C'est-à-dire que ça, je vous laisse le faire avec vos valeurs,
de voir si vous trouvez qu'effectivement c'est désirable ou c'est pas désirable. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est est-ce que c'est cohérent? Le spécisme! Mais d'où ça sort? Pourquoi on parle de ça maintenant? Parce qu'en fait, c'est crucial. Parce que le véganisme, en fait, s'il est motivé par l'antispécisme et s'il est motivé par le sentientisme, eh bien nécessairement, à un moment, il va y avoir une question de spécisme, puisque l'antispécisme, ça s'oppose au spécisme. Donc alors, qu'est-ce que c'est que le spécisme? Le spécisme, c'est une discrimination arbitraire. Ça, c'est marqué au-dessus, donc je triche un peu. Et c'est la considération que l'espèce à laquelle un animal appartient, alors pour l'instant c'est seulement les animaux, mais en fait il pourrait parfaitement y avoir des espèces extraterrestres, hein. Pour l'instant c'est juste pas le cas. Enfin, c'est pas le cas. Moi j'en connais pas. Donc que l'espèce à laquelle un animal appartient, par exemple l'espèce humaine, ça marche aussi, est un critère pertinent pour établir des droits qu'on doit lui accorder ou l'égard porté à ses intérêts. Je vais le reformuler autrement. Le spécisme, c'est estimer que le critère d'espèce, c'est pertinent pour décider de comment on peut traiter des individus. Il y a peut-être des gens qui sont spécistes parmi vous, ou qui défendent l'idéologie spéciste, qui y adhèrent, et ça m'intéresse beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler à la fin de cette conférence, dans la dernière partie. Donc moi, le spécisme, vous avez peut-être compris, c'est pas trop ma came. Moi, j'aime bien quand on a des raisons valables pour discriminer. Là, en l'occurrence, on prend un critère qui n'a pas vraiment de rapport avec ses conséquences, avec l'objet, c'est-à-dire avec le traitement, ce qu'on attend comme effet, et puis on va le prendre pour prendre des décisions, quoi. C'est un petit peu comme si je me disais, je vais me coiffer les cheveux, et du coup, qu'est-ce qui est pertinent de prendre comme critère? Bon, du coup, peut-être qu'un des critères pertinents, c'est est-ce que j'ai des cheveux? Mais de prendre à la place, est-ce que j'ai des pommes? Donc là, comme ça a l'air absurde, mais en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment le même type d'inférence logique qu'on retrouve avec le spécisme. L'espèce a vraiment rien à voir avec la manière dont un être va vivre les traitements qu'on lui inflige. Alors du coup, maintenant la définition de l'antispécisme, c'est juste le rejet du spécisme. Si vous avez entendu d'autres choses, si on vous a dit que l'antispécisme c'était un mouvement, ou que c'était une idéologie, ou que c'était une secte, ou une troupe de cirque, ça n'est pas le cas. L'antispécisme, c'est uniquement l'antispécisme. C'est du coup pas une proposition. C'est pas une proposition morale, c'est pas une proposition philosophique, c'est juste dire, cette proposition-là, donc le spécisme, parce que le spécisme, c'est une proposition, en fait, non. C'est tout. Mais derrière, on peut avoir des raisons d'être antispéciste. Une raison d'être antispéciste, c'est par exemple considérer que si une discrimination, elle est arbitraire, il n'y a juste pas de raison d'y adhérer. Il n'y a pas de raison de croire quelque chose qui est pas pertinent, qui est pas logique, qui se tient pas, quoi. C'est-à-dire que pour estimer que le spécisme en tant que principe moral, c'est-à-dire oui, il est désirable ou acceptable de traiter les autres animaux d'une manière qui ne correspond pas à leurs intérêts sous prétexte de leur appartenance à une espèce différente que celle des humains, ça n'est pas pertinent. Voilà, il n'y a pas de lien logique et donc en fait, j'ai juste pas à y adhérer, au même titre que j'ai pas adhéré par défaut à l'existence du Père Noël. Si j'adhère à la croyance que le Père Noël existe, en fait, il faut qu'on m'ait démontré qu'il y avait une raison d'y croire, quoi. En gros, il faut que ça devienne un savoir. Il faut qu'on me prouve que le Père Noël existe. Et en fait, c'est la même chose. Et ça nous ramène au principe de la charge de la preuve. Puisque l'antispécisme, il n'arrive pas après le spécisme, en fait. Il arrive avant. C'est-à-dire que par défaut, en fait, on n'a juste pas de raison d'adhérer au spécisme. C'est le spécisme qui, lui, est une proposition et dit, ce critère-là, ça, on va le prendre. Ça, c'est bien. Mais en fait, de base, il n'y avait juste pas d'intérêt à le prendre, quoi. Au même titre que si quelqu'un débarque et dit en fait, se discriminer sur la couleur des yeux, moi je pense que c'est une bonne idée. En fait, convainc-moi, quoi. Explique-moi, dis-moi pourquoi. Mais de base, en fait, j'ai pas à adhérer à ta position. De base, j'ai pas cette position. Peu importe les schémas culturels dans lesquels on évolue. C'est pas parce que quelque chose, tout le monde le fait ou tout le monde le pense de base, qu'on est conditionné à ça, qu'en fait, ça rend le truc acceptable ou désirable, ou que c'est à ceux qui ne sont pas d'accord de prouver que c'est pas pertinent. Il y a une raison d'adhérer à une idée que si effectivement elle se tient d'un point de vue logique. Et ensuite, une fois qu'on a prouvé que effectivement c'était pertinent, effectivement c'était logique et que on peut en faire quelque chose, là on peut l'évaluer sur le plan moral et se dire est-ce que c'est désirable ou est-ce que c'est pas désirable. Après, libre à chacun d'adhérer à des opinions et des positions morales qui sont pas cohérentes. Qu'est-ce que n'est pas l'antispécisme? Parce que du coup, j'aime bien dire ce que les choses sont pas. Du coup, c'est pas une proposition idéologique. C'est le refus d'une proposition idéologique. Vraiment, l'antispécisme ne propose rien. Il est juste en train de dire, ce que vous proposez, non. Ça n'est pas donner le droit de vote aux poules.
C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de traiter tout le monde de la même manière, c'est pas de prétendre à une égalité, de dire tout le monde se vaut, tout le monde devrait avoir accès à la même chose, au même titre que personne ne dit que l'égalité entre humains et humaines, le fait que il faille considérer d'égale manière les intérêts de chaque être humain, ça veut dire que du coup, on a exactement les mêmes droits. Par exemple, un enfant en bas âge n'a pas vraiment les mêmes droits qu'une personne qui est adulte. Tout simplement parce qu'elle n'a pas les mêmes besoins. Et heureusement, quoi. Et ben c'est la même chose. L'idée, c'est pas de dire ok, on est tous égaux et du coup, on va avoir les mêmes droits. L'idée, c'est de dire les droits devraient être indexés sur les capacités et les intérêts. En gros, on s'adapte à chacun de manière à optimiser ses expériences positives et à minimiser ses expériences négatives. En tout cas, c'est l'idée qu'il va y avoir derrière, mais à aucun moment l'antispécisme ne dit qu'on doit traiter tout le monde de la même manière. Je suis allé un peu plus loin que l'antispécisme là, mais je détaillerai après. Dire que tous les animaux sont égaux, non plus. On n'est pas en train de parler de valeur, de mesurer la valeur des individus ou quoi, on est juste en train de dire qu'il y a un critère qui n'est pas pertinent et que du coup, il ne faudrait pas se baser là-dessus. Ça n'est pas un principe anthropomorphiste. Là, pareil, ça va un peu plus loin, parce que c'est pas tellement l'antispécisme. L'antispécisme, il dit rien, il dit pas comment on doit considérer les animaux ou quoi. Il dit juste, encore une fois, que le critère d'espèce n'est pas pertinent. Mais quand on nous accuse d'anthropomorphisme en tant qu'antispéciste, ce qu'on est en train de nous dire, c'est les caractéristiques que vous reconnaissez aux autres animaux, qui sont des caractéristiques partagées par les humains, eh bien, vous ne devriez pas en tenir compte, tout simplement parce qu'en fait, vous transférez votre propre vécu sur les autres animaux. Si on commence à mettre des coups de cutter dans un chien, il me semble que si j'estime que ça lui fait mal, c'est pas parce que je me dis mais si j'avais mis des coups de cutter dans un humain, ça lui aurait fait mal. Je suis pas en train de faire un transfert d'un ou d'une humaine à un autre animal. Je suis en train juste de me dire, tiens, la capacité de sentience, elle est commune aux deux. Et effectivement, je sais ce que ça fait sur un humain, mais je comprends ce que ça fait sur un autre animal, tout simplement parce que déjà, la science, merci, nous dit que les autres animaux sont capables de souffrir, en tout cas la plupart, et que du coup, on n'a pas besoin de se baser sur ce que les humains ressentent. La souffrance des uns, elle n'est pas indexée sur la souffrance des autres. Elle se tient en elle-même, quoi. Donc non, c'est pas de l'anthropomorphisme. Je dis pas qu'il peut pas y en avoir, mais en tout cas, ça n'en est pas. La misanthropie. C'est assez incroyable, comme quand on défend un principe de justice sociale, quand on défend une population qui est opprimée, on va réussir à nous dire qu'en fait, on déteste celle qui opprime. Si y a des gens qui ont assez de compassion pour se dire que les autres animaux, en fait, devraient pas être traités d'une manière qui correspond pas à leurs intérêts, c'est pas pour dire que mais quand même certains autres si. Je vois pas en quoi l'antispécisme, qui rejette juste le critère d'espèce, dit. Mais par contre, les humains, ça va, quoi. Parce qu'en fait, du coup, déjà, ça serait pas de l'antispécisme, puis ça serait juste pas cohérent par rapport aux valeurs qui peuvent animer l'antispécisme. Détruire les relations avec les animaux. Alors, il y a des gens qui pensent que, du coup, à partir du moment où on est vegan, où on est antispéciste, etc., on pense qu'il faudrait plus du tout côtoyer les autres animaux. Et en fait, non. Non, c'est pas le principe. Ce qu'on est en train de dire, c'est il faudrait pas avoir des relations de domination, d'exploitation qui génèrent de la souffrance. Si on n'est pas capable de considérer les autres animaux autrement que par un schéma de domination ou d'exploitation, c'est peut-être que le souci, il est justement là et que c'est ce qui est dénoncé par les antispécistes. Donc on pourrait parfaitement avoir des relations non abusives avec les autres animaux. Défendre les intérêts économiques des GAFAM. On dirait que je pars complètement en cacahuète, mais en fait, c'est des vrais trucs qu'on nous dit. Ça, il y a des articles qui ont été écrits dessus quand même. Peut-être que si vous avez jamais entendu parler d'antispécisme avant, peut-être que quand vous en avez entendu parler, c'est via ce genre d'argument. On dit le critère d'espèce n'est pas pertinent, donc vu le système moral qu'on peut avoir à côté, on va estimer que il est préférable de ne pas nuire aux autres animaux. Donc comme il est préférable de ne pas nuire aux autres animaux, on va se passer des produits issus de leur exploitation, donc on va développer des alternatives, et paf, du coup il y a un secteur économique. Donc c'est bien que la motivation première, c'était de développer ces marchés économiques, et pas du tout le fait de minimiser les souffrances. Je ne sais que vous dire. Pourquoi adhère-t-on à l'idéologie spéciste? On s'est demandé pourquoi est-ce qu'on adhérait au véganisme, et du coup, faut se poser maintenant la question de pourquoi est-ce qu'on adhère à l'idéologie spéciste, puisque le véganisme, on y adhère notamment par antispécisme. L'antispécisme peut suffire, donc le fait de rejeter le spécisme. Donc, qu'est-ce qui justifie, en fait, le spécisme? Et alors là, ça va être compliqué. Peut-être pas pour vous, mais en tout cas,
Moi, j'y arrive pas. Et apparemment, les philosophes non plus. Je sais pas si vous connaissez Monsieur Phi. C'est une personne qui est prof de philosophie, qui a une excellente chaîne YouTube. Là, c'est un jugement personnel par contre. Et donc, qui a fait une vidéo il y a peu de temps qui s'appelle « Comment justifier ça ?», dans laquelle eh bien, il essaye de démontrer la validité du spécisme. Et il échoue. Je pense pas réussir à faire mieux que lui. Et apparemment, les autres philosophes, ça a l'air de galérer sévère, parce que du coup, il y a très peu de temps, il y a la déclaration de Montréal qui a été rédigée, et qui est donc une déclaration signée par des centaines de philosophes et de chercheurs en philosophie morale, chercheurs et chercheuses, qui du coup, globalement, si je résume, on dit « c'est chaud ». On n'arrive pas à justifier, effectivement, l'exploitation animale. Il n'y a pas de système moral connu, clair, cohérent, qui, de bout en bout, permettent de conclure que, oui, les autres animaux, les autres êtres sentients, en fait, on peut les traiter de la manière dont on les traite. Mais ne croyez pas sur parole, ne le croyez pas sur parole, et ne croyez pas tous ces philosophes et chercheuses qui ont signé la Déclaration de Montréal. Je vous invite à faire vos propres propositions, parce que ça m'intéresse. Parce que si effectivement le spécisme est valide, comme j'aime pas avoir tort, avec mon gros ego, je préfère changer de position. C'est un peu l'enjeu de la conf aussi. Je vous dis, voilà, ça c'est mon avis, c'est ma position, elle me paraît logique, je vous fais la démonstration, et je mets ça en jeu. J'arrive pas avec la vérité en mode, voilà, maintenant il faut penser ça. J'arrive en mode, vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est bon ? Genre, je garde, je parle là-dessus ? Ouais, et puis si vous arrivez à me réfuter, tant mieux, je change d'avis. Si vous n'y arrivez pas, je vous laisse gérer. Et donc, le pourquoi est-ce qu'on est spéciste, pour y revenir, parce que en fait, on a grandi comme ça. À aucun moment dans sa vie, on se dit bon allez, l'antispécisme c'est cool, mais j'en ai marre d'être antispéciste. Je vais choisir de discriminer sur critères d'espèce. Je sais pas si ici il y a des spécistes ou des antispécistes, mais si vous vous demandez à quel moment est-ce que vous avez opté pour le spécisme, à quel moment vous avez dit ok, vas-y, je suis spéciste, ça c'est ma philosophie. Je pense que vous n'allez pas réussir à trouver un moment, quoi. Juste, vous avez grandi en mangeant de la viande, en mangeant des produits laitiers, en portant du cuir, etc. En fait, c'est juste banalisé. C'est l'état de la société dans laquelle on vit. C'est un standard. C'est le statu quo. Et le truc, c'est que le statu quo, c'est pas la neutralité. C'est pas parce que tout est comme ça de base et qu'on grandit avec ces schémas-là, qu'en fait, ils sont acceptables, que c'est valide de base. Je pense qu'on doit adhérer à une idée qu'à partir du moment où on pense qu'elle est pertinente, où on pense qu'effectivement, c'est logique, quoi. Ça se tient, on sait pourquoi, on a des prémices, on a une conclusion, et le tout est fonctionnel. Jusqu'ici, de tous les échanges que j'ai eus sur le spécisme avec des gens qui sont spécistes, moi, j'ai jamais trouvé de démonstration, j'ai jamais eu une démonstration qui me permette de conclure que, ah oui, effectivement, le spécisme est valide. Peu importe ce que je pense à côté, juste sa validité. Je parle même pas de désirabilité, je parle juste de c'est cohérent, tout simplement parce que l'inférence logique qui relie l'espèce au traitement, elle ne semble pas exister. Ça nous amène à une discrimination qui est pertinente. Ça peut paraître être un jugement de valeur, mais je suis juste en train de dire que celle-là, effectivement, elle est cohérente par rapport, même pas aux objectifs, mais au sujet, au domaine. Le sentientisme, c'est une philosophie, c'est un projet de société qui découle de la prise en compte de la sentience. Je vais parler après de ce que c'est la sentience, parce que sinon c'est incompréhensible. Et donc, ça place les individus sentients au centre de notre sphère de considération morale. En gros, c'est estimer que la sentience est un critère pertinent pour discriminer, et que du coup, tous les individus concernés, c'est-à-dire les êtres sentients, les êtres capables de ressentir des souffrances ou du plaisir, les êtres capables de ressentir des expériences positives ou négatives, ont des intérêts, et qu'il faut prendre ces intérêts en considération. Et pourquoi est-ce que j'estime que c'est logique ? Pourquoi est-ce que je dis que c'est une discrimination qui est pertinente ? C'est parce que effectivement, quand on applique un traitement, quand on se dit, là, ça va générer des expériences positives ou négatives, c'est pertinent de prendre comme critère le fait d'être capable de ressentir des expériences positives ou négatives. Et là aussi, ça a l'air tautologique, mais en fait, ça va pas plus loin que ça. Et pourtant, ce truc-là que je viens de faire, quand c'est tel critère qui est concerné, c'est intéressant de prendre ce critère-là. Quand on a telle conséquence, c'est intéressant de prendre comme critère de détermination, de choix, comment on choisit de prendre comme critère le truc qui est connecté à cette chose. Et le sentientisme fait ça. Et je trouve qu'il fait ça plutôt pas mal, quoi. Qu'on y adhère ou pas,
qu'on estime que ça soit désirable ou pas, rien que le fait de reconnaître que la sentience est un critère pertinent pour décider de si on fait souffrir ou non, d'un point de vue logique, ça se tient. Je ne parle même pas de désirabilité. On peut très bien estimer que on souhaite augmenter les souffrances dans le monde. Donc par exemple, je suis sadique, je prends plaisir à faire souffrir les autres, et du coup, eh bien, il y a un autre individu à côté de moi, et j'ai la possibilité de le faire souffrir, je vais prendre du plaisir. Pour que cette idée soit fonctionnelle, il faut bien que je prenne le critère de sentience en considération. C'est sur le critère de sentience que je vais me dire « Ah bah oui, je peux faire souffrir cette personne ». C'est ça qui va faire que je vais discriminer cet autre individu et une pierre. Je vais préférer frapper cet individu plutôt que de frapper la pierre, parce que la pierre ne souffrira pas. Donc c'est encore ce critère-là que j'utilise. Et pourtant, ça ne nous dit pas que c'est désirable de frapper les gens. J'ai parlé de sentience, je pense que vous avez peut-être compris déjà ce que c'était, mais je vais quand même en reparler et reconnecter avec le véganisme. Donc la sentience, c'est la capacité à éprouver des choses subjectives et d'avoir des expériences vécues positives ou négatives. C'est pas seulement la sensibilité, c'est pas seulement la conscience, c'est la contraction des deux, sentience. Et c'est ça qui va justifier le sentientisme, c'est le critère. Voilà, on est capable de ressentir des choses qui sont agréables ou désagréables à la première personne. Pourquoi c'est pas seulement la sensibilité? Parce que la sensibilité, c'est le fait de réagir à un stimuli extérieur. Ça nous dit rien de la manière dont on vit cette information. Par exemple, votre peau, elle réagit aux UV, elle va bronzer. C'est un mécanisme de défense, peut-être, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de conscient, c'est juste un mécanisme, c'est automatique. C'est comme votre téléphone, quand vous le déverrouillez, vous touchez l'écran, il réagit, et c'est ça, la sensibilité. La conscience, c'est le fait d'avoir un vécu subjectif, à la première personne. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est capable de ressentir des expériences positives ou négatives. On pourrait parfaitement avoir des consciences qui sont complètement apathiques, qui n'ont aucune émotion, aucune sensation. Pour l'instant, je ne crois pas que ça existe, mais dans l'idée, ça pourrait exister. Donc la sentience, c'est bien les deux en même temps, c'est la sensibilité et la conscience, le fait de vivre à la première personne des expériences positives ou négatives. Et c'est ça qui reconnecte avec le véganisme. Parce que du coup, ce critère-là, il va nous permettre de prendre en considération en fait les souffrances dans notre manière d'agir, puisque derrière il y a le sentientisme, c'est-à-dire le fait de se dire « Ok, à partir du moment où un individu est capable de souffrir, je vais estimer que c'est pas désirable qu'il souffre. Et à partir du moment où il peut vivre des expériences positives, je vais estimer qu'effectivement c'est préférable pour lui. » Ça, c'est pas un truc qui paraît incroyable, c'est juste qu'en fait, à l'échelle individuelle, chaque individu qui est capable de souffrir ou de prendre du plaisir, lui, il préfère effectivement ne pas souffrir et prendre du plaisir. Peut-être que vous connaissez des gens qui préfèrent souffrir. Mais même s'ils préfèrent souffrir, en fait, il faut se demander si est-ce qu'ils préfèrent pas souffrir parce qu'en fait, ça les rend heureux et du coup, finalement, ça les fait pas souffrir. Non, quand on parle de souffrir, vraiment de vivre des choses qu'on n'aimerait pas vivre, en fait, encore une fois, c'est tautologique. Les êtres sentients cherchent à minimiser leurs expériences négatives et à maximiser leurs expériences positives. Là encore, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire souffrir les autres ou que c'est bien de rendre les gens heureux. Je le pense, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est juste que c'est cohérent de prendre le critère de sentience pour décider de comment on traite des individus. Un peu de méthode, et ça me paraît important de voir comment est-ce qu'on construit un raisonnement valide et comment on regarde si un raisonnement est valide. Puisque là, tout ce que je viens de vous dire, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous pensez que c'est pas logique, peut-être que vous avez des raisons de penser que le spécisme, c'est valide. Pour faire ça, il faut bien qu'on partage une méthode, qu'on se dise, ok, mais c'est quoi un raisonnement valide, quoi, pour que derrière, on puisse vraiment évaluer ensemble si c'est pertinent. Il faut être sûr de la problématique, de savoir de quoi on parle, donc du sujet, ce qu'on cherche à démontrer, définir les thèmes, être sûr qu'on sache de quoi on parle. Vous remarquerez que pour l'instant, c'est un peu ce que j'ai fait avec la conf. Quelles sont les prémices matérielles, de quoi le monde est fait, quelles sont les prémices culturelles, et derrière, on va analyser les liens logiques qui vont du coup relier les propositions et voir si effectivement ça nous mène à une conclusion valide. Pour évaluer si le véganisme est pertinent, ou si le spécisme est pertinent, ou si l'antispécisme est pertinent ou pas pertinent, c'est important de rester sur le sujet. Parce qu'en fait, quand on essaye de réfuter quelque chose, on a un peu tendance à, en fait, pas du tout le réfuter. On a tendance à partir complètement à côté et en fait à pas répondre sur la thèse elle-même. Alors, un exemple. Le véganisme, c'est pas désirable et c'est pas valide parce que on peut pas être végane en bonne santé. Du coup, c'est hors sujet.
C'est-à-dire que ça nous dit rien de la désirabilité du véganisme. Ça nous dit pas si, oui, effectivement, si on pouvait, il serait préférable de ne pas consommer des produits issus de l'exploitation des animaux. Ça nous dit juste que c'est possible ou c'est pas possible. Si je vous dis, attention, il y a 10 personnes qui sont en train de se noyer, et que vous avez la possibilité d'en sauver 3, est-ce que c'est désirable de sauver ces 3 personnes? Si on estime que c'est pas désirable que ces 3 personnes se noient, c'est probablement parce qu'on estime qu'en fait, ce qui est désirable, c'est que personne ne se noie. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit, tu peux pas sauver les 10 personnes, du coup, chercher à sauver les personnes n'a aucun sens, puisque tu ne peux en sauver que 3 au maximum, eh bien ça tente d'invalider l'intention avec les limites de la pratique. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de faire quelque chose que cette chose, dans l'idéal, c'est pas un objectif à atteindre. Oui, si je pouvais sauver les 10 personnes, je le ferais. Je peux en sauver que 3. Mais c'est parce que je pense que ça serait préférable de sauver les 10 personnes que sauver un maximum de personnes, donc 3, c'est désirable. Bon, des hors-sujets, des tentatives d'invalider une idée en s'attaquant juste à une supposition de ce qu'impliqueraient les moyens pour la mettre en place, ça marche pas. C'est pas fonctionnel. C'est marrant parce que quand on prend d'autres exemples, c'est tout de suite, oui, on n'estime pas que c'est soit on sauve 0 personne, soit on sauve 10 personnes, et si on peut pas sauver 10 personnes, c'est que du coup, en sauver 3, ça a aucun sens. Il y a personne qui est d'accord avec ce raisonnement-là. Mais quand on parle de véganisme, quand on parle d'antispécisme, ce genre de logique, ça apparaît, on y a le droit tout le temps. Et donc, maintenant que je vous ai expliqué ce que je pense qu'il faut éviter quand on essaye de montrer que quelque chose est valide ou invalide, c'est-à-dire de s'en prendre aux moyens qu'il faudrait pour le mettre en place, ou alors de s'en prendre à autre chose que le sujet dont on est en train de parler, eh bien, je vous invite, si vous le désirez, à vous exprimer et à tenter votre chance pour démontrer la validité du spécisme ou... Alors, l'invalidité de l'antispécisme, malheureusement, c'est pas possible. Il faut démontrer la validité du spécisme pour démontrer que l'antispécisme est invalide, encore une fois. Ou alors à démontrer qu'effectivement, le véganisme, c'est pas pertinent et que on peut parfaitement exploiter les animaux, c'est quelque chose de logique. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent proposer peut-être des démonstrations